Alors, bonjour Moutassem, Amour, bonne journée. Bonjour à toi, Marc. Très heureux de t'avoir juste en face de moi, mais à quelques milliers de kilomètres de distance. C'est un plaisir aussi. Moutassem, on se voit aujourd'hui, entre autres, pour que mes lecteurs du blog Aux échanger puissent te connaître un peu mieux et surtout qu'on élabore un peu sur le thème hyper intéressant de la confiance en soi. Alors, je te présente très brièvement. Bon, chiropraticien, ça se dit très bien. Mm. C'est peut-être pour ça que finalement, tu es allé pratiquer aux États-Unis. Alors, tu es diplômé des États-Unis, tu as pratiqué aux États-Unis, au Liban, en France. Passionné d'écriture, tu as été dans un magazine que tu as co-créé c'est un magazine Internet, j'imagine? Non, le premier magazine qu'on a créé avec les éditions Akeos, c'était un magazine papier. OK. Et bon, tu as créé depuis 3 ans, tu animes le site pratiquerlaméditation.com. On aura l'occasion de donner l'adresse. Peut-être pour y aller bien simplement, on pourrait dire que tu es un passionné de beaucoup de choses que tu as réussi à actualiser. Alors, l'écriture, la spiritualité, le développement personnel, tu parles aussi de l'éducation des enfants, un sujet qui t'intéresse particulièrement lorsque tu parles de la méditation des enfants, les voyages, bon, ça va de soi. Et je pense que tu fais probablement partie de ce groupe d'enseignants dans l'âme qui ont le goût de partager et d'aider. Et c'est un peu à ce titre-là qu'on va ensemble converser aujourd'hui. Alors, confiance en soi, manque de confiance en soi, c'est clair que c'est quelque chose qui est qui est une problématique hyper importante. Mais avant de parler de manque de confiance en soi, si on essayait un peu de définir comment tu vois, qu'est-ce que c'est que d'être confiant, qu'est-ce que c'est que d'avoir de la confiance en soi? Oui. Alors c'est vrai que j'ai très vite commencé à parler de confiance en soi et de manque de confiance en soi à travers les articles, à travers le blog, et parce que je me suis rendu compte que méditer aide à renforcer sa confiance. Donc on pourra en parler un peu plus tard. Et quand je dis ça à certaines personnes, ça peut sembler étrange parce que pour beaucoup de personnes, améliorer sa confiance, ça nécessite d'ajouter des choses, d'ajouter de l'expérience, peut-être du savoir, de se pousser en dehors de sa zone de confiance. Alors que l'acte de méditer, on n'ajoute pas, on ne fait rien, on est juste là pour observer. Ouais. Donc malgré tout, le fait de méditer, ça augmente la confiance en soi. Et parce que la confiance en soi, je pense que ça c'est une des croyances qui est entretenue par beaucoup de personnes. Pour améliorer sa confiance, cela ne nécessite pas d'ajouter des choses, donc d'ajouter de l'expérience ou du savoir, mais ça nécessite plutôt de garder l'accès ouvert à nos ressources. Donc les gens qui manquent de confiance en eux sont des gens qui, dans certaines situations, vont perdre l'accès à des ressources qu'elles ont déjà en elles. Alors, je vais te donner un exemple, comme ça c'est un peu plus Oui. concret. C'est comme par exemple une personne va être très à l'aise lorsqu'elle va discuter avec un ami. Donc elle va pouvoir avoir un raisonnement, pouvoir s'exprimer, avoir une vraie discussion de fond. Cette personne, tu la mets dans un cadre où elle va se retrouver par exemple dans un groupe, elle va perdre complètement ses moyens. Elle va plus pouvoir communiquer clairement, elle va plus pouvoir même raisonner, réfléchir, et elle va perdre l'accès donc à des outils qu'elle a autrement, qu'elle a dans d'autres situations le plein accès. Donc Qu'on a dans sa famille, par exemple, parce que c'est des gens qu'on connaît bien, mais on va ailleurs dans le public et qu'on perd. Dans le fond, l'idée, c'est avoir confiance en soi, c'est pouvoir avoir, peu importe la situation, accès à ses ressources. Dans le fond, c'est un peu ça. oui, et, et donc méditer justement, ça donne accès, ça garde l'accès ouvert à ses ressources. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la personne va perdre accès à ses ressources lorsqu'elle se retrouve dans certaines situations. Est-ce que selon toi, c'est une réponse, on est comme ça, c'est inné ou c'est une réponse qui est apprise? Alors je pense qu'il y a des deux. Donc une personne qui va perdre accès à ses ressources dans certaines situations, on peut essayer d'y réfléchir on va essayer de rationaliser et peut-être regarder le passé. Pourquoi est-ce que cette personne, par exemple, dans les relations de couple,
elle est vraiment très peu à l'aise. Elle n'arrive pas à exprimer ses émotions. Donc on peut regarder son passé, se dire, voilà, elle a grandi dans un cadre où elle n'avait pas vraiment d'amour de la part de ses parents, peut-être que ses parents avaient une relation compliquée, peut-être que c'était à l'école, sa première relation. Donc il peut y avoir un tas d'événements qui peuvent amener ce manque de confiance. Donc connaître ces événements, c'est intéressant, mais ça ne va pas suffire. Après, on peut regarder ça de ce qui se passe dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe quand une personne, dans une situation donnée, perd accès à ses ressources? Si on regarde d'un point de vue, donc là on va regarder d'un point de vue du corps, d'un point de vue du cerveau, et ça, on va dire la physiologie, la neurologie, elle nous a appris ce qui se passe. Une personne qui perd accès à ses ressources, c'est une personne qui manifeste une physiologie de défense. Mhm. Et Un peu comme dans n'importe quelle situation qui nous stresse, finalement, c'est une réaction physiologique et automatique, finalement, qui est pas raisonnée. oui, c'est vrai que la physiologie de défense, qui est une réaction de stress, c'est quelque chose qui est autonome. Donc toi, en tant que psychologue, Ouais. tu connais bien cette physiologie, cette réaction de défense. C'est quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres. C'est quelque chose qui a permis à nos ancêtres de survivre. Donc si tu prends quelqu'un il y a 3 4 000 ans en arrière, qui tout d'un coup se retrouvait confronté à un animal ou à une tribu hostile, en un instant, son corps va changer, le cœur va battre plus vite pour envoyer de l'oxygène à travers le sang aux muscles pour un effort, les pupilles vont se dilater, les muscles vont se tendre, la respiration va s'accélérer pour permettre à cette personne de faire face à un danger. Donc soit la personne va combattre, soit elle va fuir, et elle va avoir cette réaction explosive en très peu de temps. Donc Mhm. aujourd'hui, on n'est pas trop exposé à des situations de danger, mais néanmoins, à chaque fois qu'on va percevoir une agression, et ça peut être la réprimande de notre employeur, ça peut être une dispute une dispute avec quelqu'un, on va Ouais. avoir la même réaction de défense. Donc on va manifester cette physiologie de De défense. survie. C'est une physiologie de survie, Oui, finalement. c'est ça qui exactement qui a permis à l'humanité de survivre, Ouais. c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on est en danger, hop, on met cela en place. Est-ce, est-ce que tu fais un lien entre ce type de réaction-là et, si on va un peu plus loin, qui est une réaction instinctive aussi, les phobies? Est-ce que les phobies, c'est tout simplement la même chose, mais à un degré plus grand? Oui, Phobie, ben, quand on parle de phobie, on pense aux araignées, mais on peut penser aux phobies sociales, tout simplement. Il y a des gens qui sont incapables d'aller en public. Pour eux, c'est des jeunes qui, pour eux, l'école, c'est un martyr. C'est un peu la même chose, finalement. oui, donc c'est vrai que si, oui, c'est très lié, c'est juste différents degrés de manifestation. Et donc pour apprendre la perte de ressources, la personne va perdre ses ressources, accès à ses ressources lorsqu'on elle est en physiologie de défense. Et ça, on peut voir au niveau du cerveau ce qui se passe, qui explique cette perte de ressources. Et cette personne, par exemple, on a beau se raisonner, on a beau se dire, la prochaine fois que je suis dans un entretien, fais un effort, exprime-toi, c'est pas la fin du monde, tu ne risques rien. Si c'est au niveau affectif, au niveau relationnel, on va dire, allez, fais un effort, parle à cette personne qui me plaît. Mais une fois qu'on est dans cette situation de stress, c'est l'inconscient qui prend le contrôle. Ça se résout pas. Ça ne se raisonne pas. La partie plus, on va dire, plus évolue du cerveau, qui nous permet de relativiser et de prendre du recul, de se dire c'est pas dangereux, je peux parler à cette personne. Cette partie, elle est mise de côté, et c'est la partie instinctive qui prend le dessus, et on perd les moyens. Et donc si cette personne rentre chez elle ensuite, elle se dit pourquoi j'ai pas réussi, elle se sent coupable, elle devrait pas, parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de ses forces. C'est comme tu disais, les phobies. Là, je repense à un ami, on était parti en camping avec deux amis, et on se promenait, on est arrivé devant l'entrée d'un passage souterrain, et on s'est engagé, et il a aperçu une araignée. Donc tu parlais des araignées, et c'est quelqu'un qui a une grosse peur des araignées. Il a été terrorisé, donc il est devenu tout blanc, il a fait marche arrière, et cette personne, si tu le prends à part, tu lui dis écoute, cette araignée, si elle te pique, il va rien se passer, elle était beaucoup plus, c'est toi la grosse bête, c'est pas elle qui est dangereuse. Il va le comprendre, il va même en rigoler, mais une fois qu'il va devant le passage, ça va être impossible, parce que C'est
c'est vraiment la partie du cerveau inférieur Ouais. qui nous Ouais. perçoit en danger de mort et qui va lui couper l'accès à ses jambes. Il va même plus pouvoir marcher pour aller dedans. Ouais. Et Mais à ce moment-là, c'est comme si tu disais, bon, ces peurs-là sont sans doute, si on fouillait dans le passé, on trouverait des événements déclencheurs. Est-ce que pour toi, c'est important d'aller chercher ça dans le passé ou est-ce que t'es pas, la méditation, dans le fond, ben, je vais te dire bien honnêtement, je suis pas très psychanalytique moi-même. Je suis mm, pas porté beaucoup à aller chercher les événements du passé. J'essaie beaucoup de travailler plus sur le présent. Mais c'est comme si tu disais, il y a comme deux écoles. Il y a une école où on va vraiment essayer de fouiller puis revivre des situations pour essayer de comprendre. C'est comme si tu disais, dans la réalité, probablement ce qui va arriver, comme pour une phobie, la réaction va être là quand même. C'est pas là que ça se passe. oui, C'est pas dans le passé que ça se passe. C'est au moment présent, oui. finalement. Oui. Alors comprendre le passé, je pense que ça a son utilité. Dans le sens que ça va permettre peut-être aux parents de ne pas reproduire les mêmes comportements, Ouais, ça va permettre de donner un contexte à sa façon de réagir. Donc ça a son utilité, mais ça ne suffit pas. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, par exemple, me disent aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés dans mes relations amoureuses, je sais que c'est à cause du rapport que j'avais avec ma mère, elles en ont conscience, mais le fait de le savoir, ça ne suffit pas. exact. Une fois qu'elles vont dans dans cette situation particulière, elles vont, elles vont perdre l'accès à leurs ressources et elles vont plus pouvoir être elles-mêmes. Elles vont perdre leur sens d'humour, elles vont perdre leur répartie, elles vont perdre leur capacité de raisonner et comprendre ne suffit pas. Exact. Et donc là, juste pour revenir sur la physiologie de défense, pour souligner un point qui je pense est important, c'est que on a vu au niveau du corps ce qui se passait, donc cette réaction du stress, et si on regarde au niveau du cerveau, on a, pour faire très simple, on a une partie plus profonde, plus primitive, Mhm. qu'on partage avec les reptiles et avec les autres animaux, et une partie plus évoluée, qui est plus en surface, qui est le lobe frontal, le néocortex, et le système limbique qui est plus en profondeur. Lorsque l'on est en mode de défense, la partie du bas va s'activer, et la partie du haut va être inhibée. Et la partie du haut, c'est cette partie qui nous permet donc de relativiser, de comprendre des choses, de prendre du recul. Et cette partie est très gourmande en énergie. Mhm. C'est-à-dire Et elle se développe très tard aussi. il y a- Elle se développe dans les années, lorsqu'on a au-dessus de 20 ans, finalement. et c'est une partie oui, qui se développe tardivement qui évolue et qui continue à se modeler, à évoluer sur toutes les années. Donc lorsqu'on est en danger, lorsque le corps instinctivement nous perçoit en danger, cette partie qui prend de l'énergie, parce que si je me dis je change d'appartement, je change de pays, est-ce que je me marie, c'est pas une décision qui va se prendre rapidement, c'est quelque chose qui prend de l'énergie, qui se résonne. Donc lorsqu'on est en mode de stress, le corps travaille par priorité, Mhm. il limite l'irrigation de cette partie et c'est la partie inférieure. Et donc, et donc le fait de comprendre les choses, le fait de retourner dans le passé, c'est utile, Ouais. mais tant que cette partie s'enclenche lorsqu'on est dans une situation de stress, on risque de perdre l'accès à nos moyens. Dans le fond, c'est le cerveau reptilien dont tu parles, c'est tout le cerveau des émotions. Oui, l'amygdale et le cerveau reptilien au-dessus, oui. Ouais. Ouais. Et souvent, ce qu'on entend au niveau de la confiance en soi, c'est que les gens disent, à force de faire des choses, on finit par, et je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans aussi, mais on finit par développer des habiletés. C'est comme si toi, tu disais, tu vas peut-être développer une habileté pour faire avec, mais peut-être que dans le fond, la confiance est pas, c'est pas réglé dans le fond. Et Oui, c'est parce que souvent, pratique, je pense juste l'exemple de parler en public, par exemple, qui est mm, probablement une des plus grandes peurs que les gens peuvent avoir. Moi, personnellement, je peux dire que lorsque j'ai commencé à enseigner, j'avais une peur, panique de me retrouver devant un auditoire qui s'est réglée avec le temps à force d'en faire, à force de pratiquer. Et la confiance est acquise à force de pratiquer. Mais comme je te disais, j'aurais peut-être été plus rapidement si j'avais pu aller essayer de comprendre le ressenti et de travailler oui, sur le cœur. oui, oui. C'est vrai qu'effectivement, parfois on peut se faire violence et on va dire même parfois c'est nécessaire. Et parfois la raison de le faire est tellement importante qu'on se dit c'est pas grave, je me lance. C'est pas toujours facile, c'est pas, C'est plus long, pardon. plus long. C'est plus long. Ça peut être plus lent parce qu'on va
Moi, c'est comme toi. J'ai animé des ateliers. J'ai commencé par des petits ateliers, puis par des conférences, puis j'ai fait venir des intervenants. Donc, au début, c'était pour ma première conférence que j'ai préparée, j'ai dû mettre facilement 15 heures à apprendre par cœur le texte. Un texte d'une heure, voilà, Parfait. 1 heure et quart. Je me suis dit comme ça, je prends pas de risque. C'est Et, incroyable. et donc, j'ai déroulé mon texte. Il m'était arrivé d'oublier, et donc là, c'était un peu la panique. Mm. Donc, on essaie de s'adapter, de compenser. Et moi, ça fait maintenant 3 ans et demi que je médite régulièrement. C'est, oui, ça devient beaucoup plus facile de d'adresser un point ou un manque de confiance en se Ouais. reconditionnant, plutôt que d'essayer de forcer la chose, parce que tout le monde n'est pas capable d'aller de l'avant et de forcer la chose. Est-ce que, bon, la méditation est un des moyens, tu dis aussi sur ton site, bon, ça peut être finalement de trouver des moments où on a du temps pour soi, où on n'est pas dérangé, pour essayer de comprendre un peu son ressenti finalement. C'est un peu la base. Oui, parce que cette réaction de défense que la personne va avoir, c'est quelque chose qui est devenu comme un réflexe. Donc c'est vraiment un conditionnement profond. Et, et ça peut être même dû à des choses assez lointaines. Donc là, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau aussi neurologique, c'est que le cerveau a tendance à accrocher beaucoup plus les événements négatifs que les événements positifs. Là aussi, c'est un mécanisme de survie. Pour On a, survivre. on a tendance à se rappeler que tiens, ça c'est potentiellement dangereux, et on va l'intégrer, l'hippocampe, il va intégrer à notre mémoire à long terme, et on va l'intégrer. Donc, des interactions qui ont pu se passer il y a longtemps vont réveiller ce réflexe de défense. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ce qui souvent crée une réaction de défense, donc où on perd l'accès à nos ressources, c'est souvent par rapport aux autres, c'est dans la relation à l'autre. Et si tu regardes au niveau des autres animaux, donc qui habitent en groupe, comme les loups, qui ont des similitudes avec les êtres humains, lorsque deux loups se rencontrent, il s'établit immédiatement un rapport hiérarchique. Donc tu as un dominant et un soumis. Et Exact. ce qui est intéressant, c'est que même s'ils se revoient pas pendant 10 ans et qu'ils se retrouvent 10 ans plus tard, ce même rapport, il reste le même. Ça permet d'éviter le conflit et de donner plus de chances au groupe de survivre. Donc, pour nous, les hommes et les femmes, si à une époque, on a eu un rapport qui a amené, où on s'est senti en danger, donc on n'a pas été soutenu, on a été confronté par quelqu'un qui était censé nous protéger, ça peut être un professeur, un parent, un proche, et quand on a manifesté cette dynamique de défense, si 10 ans plus tard on se retrouve face à un patron, face à un conjoint ou une conjointe qui manifeste certains traits en commun, on va inconsciemment manifester cette dynamique de défense. Mhm. Donc ce qu'on veut, c'est se déconditionner en quelque sorte. Donc réapprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus un enfant, on n'a pas besoin de s'immobiliser, on n'a pas besoin de s'effacer. Aujourd'hui, on a les capacités de faire face à un patron, de faire face à un groupe de gens, on a la capacité de gérer cela sans s'effacer, sans se mettre en retrait. Et pour se reconditionner, donc quand on parle de conditionnement, on pense souvent à l'expérience des chiens de Pavlov, que tu connais certainement. Et donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un chercheur qui a voulu tester les réactions conditionnées. Et il a pris des chiens, il a mesuré leur taux salivaire, et à chaque fois qu'il leur amenait de la viande, avant de leur amener de la viande, il faisait sonner une cloche. Ding, ding, ding. Il a amené la viande et il mesurait le taux de salive. Donc ils ont fait ça plusieurs fois. Après un certain temps, il faisait seulement sonner la cloche, les chiens salivaient, même si la viande ne venait pas. Et au bout d'un moment, les chiens associaient le bruit de la cloche à la nourriture, donc, et salivaient comme s'ils avaient un steak devant eux. Exact. Donc ce qui est intéressant avec cette étude, et que les gens peut-être sont moins familiers, c'est que au bout d'un certain temps, s'ils faisaient sonner la cloche mais qu'il n'y avait pas de viande, les chiens perdaient le conditionnement. Donc c'est-à-dire les chiens s'alignaient avec la réalité. Ils savaient que cloche n'était pas forcément nourriture et ils s'arrêtaient de saliver. OK. Parce que les chiens, ils sont dans le présent. Donc ils intègrent l'information et ils s'adaptent en accord. Donc pour revenir à ta question, en quoi le fait de méditer peut nous aider dans ce sens, c'est que méditer va permettre de sortir de cette physiologie de défense et de revenir dans une physiologie donc de calme,
on peut appeler De ça, présent. de présence. Même au niveau du corps, on va plus stimuler le système neurovégétatif, donc c'est plus de la récupération, le système immunitaire, la respiration, ces sensations agréables, de détente. Et lorsqu'on va faire ça, on va, euh, on va sortir de cette dynamique de stress. Et comme tu disais aussi, le fait de méditer au calme, ça va nous permettre d'apprendre à passer d'un mode de stress à un mode de calme dans un cadre où on est en sécurité. Mhm. Et donc c'est comme faire du vélo. Ça c'est une image que j'utilise souvent, ce qui est intéressante, c'est que quand tu fais du vélo au début, tu apprends sur un terrain plat pour ta coordination, pour ton équilibre. Et une fois que tu es plus à l'aise, tu peux aller sur des terrains de plus en plus cabossés, aller de plus en plus vite, faire des choses de plus en plus compliquées. Donc là c'est la même chose. Si au début on apprend à méditer dans un cadre relativement calme, immobile, ensuite on va être capable, lorsqu'on va être par exemple avant une réunion de travail, avant d'aller d'exprimer quelque chose à quelqu'un qui nous est cher, avant d'aller parler à une personne qui nous plaît, on va être capable de prendre 5-6 respirations en conscience pour essayer de diminuer un peu ce stress qui est là installé en soi et augmenter la physiologie de sécurité qui va nous permettre, elle, d'avoir accès à notre intellect, d'avoir accès à nos ressources, à qui nous sommes. C'est comme essayer, à la limite, à la longue, de développer le réflexe de relaxation ou de détente ou de recentrer sur soi plutôt que le réflexe de danger, finalement. Lorsque tu dis, bon, mais tu vois, ce que ça implique, c'est que je prenne conscience de ce que les choses me font, que je prenne conscience que je suis tendu, que ça implique de prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps, parce que c'est par le corps que ça passe en premier, finalement. Oui, c'est vrai que c'est un travail assez global. Et effectivement, comme ça, c'est un très bon point que tu amènes, c'est que certaines personnes sont très stressées sans même s'en rendre compte. Moi, j'ai vu au cabinet, les gens peuvent venir avec des tensions énormes au niveau de leur dos, et je leur dis c'est très tendu, ils me disent ah non, je sens pas grand-chose, ça va. Les gens peuvent être stressés, peuvent être sur la défensive, peuvent être fermés, mais il y a une accoutumance, donc ils s'habituent à cet état-là, ça devient comme une normalité, et Ouais. ils s'en rendent plus compte. Donc c'est vrai que dans ce processus de reprise de confiance en soi passe par des choses plus basiques, plus simples, comme le simple fait voilà, d'apprendre à se détendre, d'apprendre à respirer, d'apprendre à s'écouter, de prendre le temps de le faire. Et si aujourd'hui si j'apprends à être plus calme et que je me retrouve dans une situation où je stresse, bah, tout d'un coup je vais me rendre compte, je me dis tiens, j'ai les épaules qui sont ici, je respire plus, qu'est-ce qui se passe? Et là on va pouvoir avoir cette Mhm. conscience et ne Et, pas et réagir en conséquence. exact. Finalement, ce que ça dit un peu aussi, c'est que toutes les phrases qu'on essaie de se répéter, tu sais, les gens nous disent, bon, détends-toi, c'est pas si difficile, mais on se parle beaucoup comme ça aussi, en se disant, voyons, détends-toi. Tu sais, on se parle à nous-mêmes, on a cette Mhm. espèce de langage, de dialogue interne qui des fois est assez dur pour soi-même. Tu sais, bon, pousse-toi, alors, allez, vas-y. Alors que finalement, c'est plus notre mère ou notre père qui nous parle dans notre Mhm. tête que ce qu'il faudrait, dans le fond. Il faudrait, à l'intérieur de soi, plus se dire quelque chose comme je prends le temps de me détendre ou je prends le temps de respirer ou à la limite, je prends le temps de... Bon. Mais ce que tu soulignes aussi, c'est que la méditation, en tout cas, j'imagine, c'est sous-entendu dans ce que tu dis, c'est que la méditation a un effet à long terme où ces réactions-là s'installent davantage. C'est pas juste un geste de je me relaxe là, c'est à la longue, il y a comme il y a quelque chose qui s'établit en soi là. Oui, alors oui, effectivement, ça permet un... Tu sais, c'est pas juste bon, je médite une fois et c'est suffisant. Il y a comme ça va faire un effet si je réussis à faire le vide, bon, à être présent à ma respiration, bon, au bruit qu'il y a autour, etc. Mais il y a comme un effet d'habituation où ça devient un peu comme un réflexe, si on peut dire, ou en tout cas une habileté plus facile Oui, à- oui, ça permet d'être plus attentif. Donc ça... et donc pas juste attentif pendant le moment où je médite, mais Exact, attentif tout le temps finalement. exactement, exactement. Et c'est ça effectivement qui va amener une grosse transformation. La méditation, c'est voilà, le fait d'être présent,
d'observer ces sensations. Ça permet d'une part de diminuer les pensées, parce que l'attention n'est plus dans les pensées, elle est dans le ressenti. Et d'autre part, ça permet aussi de ressentir le corps, donc ces mouvements subtils. Et lorsqu'on fait ça, on stimule aussi le néocortex, qui lui a l'une de ses fonctions, c'est de ressentir les mouvements subtils du corps. Quand on inspire par exemple, et on sent l'expansion de l'abdomen, pouvoir le sentir, on va stimuler cette partie-là. Donc dans les deux cas, que ce soit diminuer les pensées ou stimuler le néocortex, ça va basculer. Donc on va passer dans cette physiologie de paix, sortir de cette physiologie de défense. Et après, en dehors des séances de méditation, comme tu l'as justement noté, on va être beaucoup plus attentif à ce dialogue interne, ou peut-être au jugement qu'on peut avoir sur soi, au jugement qu'on peut avoir sur les autres. Et on va commencer à prendre conscience de la relation entre pensée, émotion et manifestation du corps. Par exemple, je peux me retrouver... je vais recevoir un email qui va par exemple montrer mon compte bancaire ou quoi que ce soit. Tout de suite, je vais me dire, ah là là, c'est vrai que le mois prochain, ça va être compliqué pour payer ça. Comment je vais faire? J'aurais dû faire ça. Donc, on va commencer à partir dans les pensées. Scénario. Au bout d'un moment, on va commencer à sentir peut-être une boule à la gorge, une douleur au niveau du plexus. Donc, ça va commencer à se manifester au corps. On va sentir peut-être un peu de l'anxiété. Donc, tout cela, lorsque la personne qui médite régulièrement, elle peut vivre cela, comme tout le monde, mais elle va l'observer beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, au lieu de passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à être complètement perdu dans ses pensées, dans son anxiété et dans sa crispation au niveau du corps, elle va se dire, hop, ça sert à rien, on va avoir cette capacité de recul. C'est le néocortex qui est encore en bonne santé, qui est bien actif, qui va prendre cette capacité de recul, et on va se dire, tiens, ça serait pas mal que je prenne 10 minutes pour m'étirer. On va s'étirer, on va respirer, on va sortir de ce cycle de pensée, émotion, crispation du corps, on va sortir de ce cycle, et on va se sentir automatiquement mieux, avec plus de ressources pour gérer les choses qu'on a à gérer au quotidien. Dans le fond, il y a comme un moment où il faut que tu réalises que ta réponse habituelle, en tout cas en situation sociale ou avec des collègues, etc., ça te fait souffrir finalement. Et quand tu réalises ça, puis que tu vas un peu plus loin, puis la méditation te permet probablement ça ou d'autres formes de réflexion aussi, mais quand tu réalises que c'est pas la chose comme telle qui est probablement la plus grande source de stress, mais toute ma réaction antérieure, bon, qui date de Mathusalem, là, qui date de mon enfance, ou en tout cas peu importe, ou qui date d'une mauvaise expérience que j'ai eue avec un autre patron, ou tu dis, c'est comme si là, je vais réaliser que c'est beaucoup ma façon de penser finalement qui provoque ça au moment présent. C'est pas nécessairement la chose, mais c'est beaucoup ma façon de la percevoir, ma façon de l'interpréter. Et tu dis, dans le fond, la méditation va m'aider à réaliser que je me fais souffrir avec mes pensées, dans le fond. Et ton hypothèse, c'est que si je peux assez comprendre que je me fais souffrir moi-même, comme on cherche beaucoup à éviter de souffrir, ça va peut-être me motiver à vouloir changer ma façon de penser, à changer le focus de mon attention, dans le fond. En tout cas, je résume peut-être Oui, mal, mais oui, oui. c'est Oui, un peu ça, finalement. oui, c'est vraiment, on veut raccourcir la, la sensation de souffrance et la réaction adéquate à cette souffrance. Ouais. Euh, si on essaie de voir ça d'un point de vue physique, donc pour faire le lien, l'image entre physique et par exemple et le mental, moi ça m'est arrivé souvent d'être par exemple dans des dîners où on est assis et on va parler à la personne à côté, on va parler avec la tête tournée et au bout de 20 minutes on va se dire je suis vraiment pas bien, le corps va se contracter, on va revenir au centre, on va tourner sa chaise, on va se mettre face à cette personne. Ouais. Si on met la main sur une plaque chaude, ça va pas prendre 10 minutes, ça va être instantané. On va enlever la main, pour éviter de se brûler la main. Donc là, c'est pareil. Dès qu'on se rend compte que quelque chose nous fait souffrir, on n'est pas masochiste. On va arrêter de le faire. Donc plus tôt on le réalise, moins ça va s'inscrire en soi, moins ça va s'inscrire dans notre mémoire, moins ça va s'inscrire dans notre corps, dans notre respiration, dans nos émotions, et plus vite on va pouvoir se sortir de cet état. Est-ce que tu crois que la prise de conscience est obligatoire ou des gens t'ont déjà dit je médite
bon, depuis un bout de temps et je réalise que ces situations-là, même si j'ai pas nécessairement fait les connexions entre la situation, mes pensées, etc., il y a comme un effet soi, de facto, qui se fait par la méditation, où c'est essentiel de comprendre, de prendre conscience.